d'être bien. Écoutez, donc aux personnes qui sont déjà connectées, bonjour, bienvenue pour ce webinaire donc bien sûr concerne l'introduction en bourse de la société Broadpeak. Donc vous voyez à l'écran, vous avez donc Jacques Lemans qui est président directeur général de l'entreprise et Fabienne Écrivain qui est la directrice administrative et financière de l'entreprise. On reviendra sur les modalités après, bien évidemment, de l'introduction en bourse. On verra bien sûr les avantages aussi fiscaux que vous pouvez en avoir sur un compte titre ordinaire, par exemple, et puis l'éligibilité aussi au PEA et PEA-PME, déjà pour répondre à Gwen. Mais on reviendra à tout ça juste après. Simplement, Jacques, est-ce que vous pouvez tout simplement déjà raconter un petit peu l'historique de l'entreprise et puis surtout pourquoi cette introduction en bourse? Bien sûr, avec plaisir. Donc, la société Broadpeak est née d'un essaimage Technicolor en 2010. Donc, on a cofondé la société à 6 anciens collègues de Technicolor. Alors, 2010, si vous vous rappelez, 2010, c'est l'année où l'iPad est sorti. C'est aussi l'année où Netflix a eu beaucoup de succès aux États-Unis et a commencé à s'internationaliser en allant au Canada. Et donc, nous, on a vraiment décidé de créer une société dédiée complètement au streaming vidéo. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui Broadpeak donc a beaucoup grandi, bien sûr, puisque aujourd'hui Broadpeak est le leader vraiment de la technologie de streaming vidéo. On est 241 personnes, on réalise 33 millions de chiffres d'affaires et on a vraiment un très bon track record avec 40% de croissance annuelle depuis 2015. Juste en deux petits mots, est-ce que vous Oui. pouvez expliquer un petit peu ce que c'est que le streaming, puisqu'il y a déjà une question tout à l'heure? Expliquer en deux Bien sûr, mots parce que bien sûr, complètement. Donc, le streaming, vous savez, c'est ce que vous expérimentez chaque jour si vous êtes abonné à Netflix ou bien si vous êtes abonné à Amazon Prime, Disney+. Peut-être certains d'entre vous attendent le prochain épisode de Obi-Wan Kenobi. Donc l'idée, c'est vraiment ça, en fait. Le streaming, c'est quand vous utilisez, soit vous utilisez votre iPad, votre téléphone, quand vous allez sur YouTube, par exemple, ça c'est du streaming, c'est-à-dire que vous avez une connexion directe avec un serveur qui vous envoie l'information. Mais c'est aussi de plus en plus pour le live, la télévision en direct, le streaming, c'est de plus en plus le cas. Par exemple, le match avec Nadal et Djokovic hier soir, c'était sur Amazon Prime. Donc, il fallait installer l'application Amazon Prime pour regarder le match en streaming. Et puis, c'est aussi de plus en plus le cas à la maison. Vous voyez les téléconnectés, quand vous mettez une application, là, on va être en streaming quand on va regarder le live. Ou bien si vous avez une Apple TV que vous connectez à votre téléviseur. Donc il y a une évolution en fait naturelle vers le tout streaming. Le bénéfice, c'est que ça marche sur tous les écrans. C'est très simple d'utilisation. Et de plus en plus, vous voyez, le streaming, c'est aussi la référence de la qualité d'expérience. C'est vrai que pendant longtemps, quand nous, on a démarré, par exemple, en 2010, notre objectif, c'était de se dire, est-ce qu'on pourrait finalement délivrer une expérience utilisateur proche du broadcast, vous voyez, proche de ce qu'on peut avoir avec le hertzien. Voilà. Et finalement, ça s'est un peu retourné récemment, puisque si vous voulez une qualité en Ultra HD, il faut aller sur Disney Plus ou sur Netflix. C'est pas quelque chose que vous trouvez dans le broadcast. Donc, vous voyez, en fait, le streaming c'est vraiment développé et est devenu la référence aussi en termes de qualité d'expérience. D'ailleurs, en fait, pour rebondir là-dessus, aujourd'hui, notre technologie est très largement utilisée, puisque Broadpeak a 125 clients. Et ces 125 clients, si on agrège leur base d'abonnés, on se rend compte qu'il y a 200 millions de personnes qui utilisent notre technologie chaque jour pour regarder leurs vidéos en streaming. Et si vous comparez ça avec le leader du domaine qui est Netflix, aujourd'hui, Netflix a 220 millions d'abonnés. Donc finalement, la technologie de Broadpeak est à peu près autant utilisée que celle de Netflix, vous voyez. Et alors, du coup, maintenant voilà, donc avec votre histoire, pourquoi vous décidez comme ça de vous introduire en bourse? Quels sont l'avenir un petit peu qu'est-ce que vous allez chercher avec cette introduction en bourse? Bien sûr, en fait, ce que je peux dire, en fait, c'est que nous, on a un marché, en fait, c'est ce que vous voyez sur ce slide, là, c'est le marché aujourd'hui qu'on adresse. Donc, on adresse depuis 2010 le marché des opérateurs télécoms. On a beaucoup de succès avec eux, donc on a énormément d'intérêt. Il y a une vague devant nous aussi qui est le passage vers le tout streaming. Il y a aussi, depuis 2017, on travaille avec des acteurs, des grandes plateformes comme HBO, par exemple. Si vous êtes à Mexico City aujourd'hui et que vous regardez Game of Thrones sur votre écran, il y a 2 chances sur 3 que ce soit la technologie Broadpeak qui le diffuse.
On collabore avec Disney+ depuis l'année dernière. On est aussi ceux qui streament, qui envoient en streaming la Serie A en Italie, hein. Et vous savez, en Italie, le foot, c'est vraiment une religion, hein. Donc, c'est nous qui diffusons les matchs. Et en fait, on voit pourquoi on va en bourse, c'est parce qu'on voit une opportunité très importante chez nous. Il y a un développement très important, hein, de notre marché. Notre marché, en fait, si on combine les différents segments, on se rend compte qu'aujourd'hui, on adresse un marché de 6 milliards d'euros, 11,5 milliards d'euros en 2026. Et ce qu'on se dit chez Broadpeak, c'est que c'est vraiment le moment d'accélérer. Donc, on entre en bourse pour accélérer notre développement avec une levée de 20 millions d'euros. Et on veut utiliser, sur ces 20 millions d'euros, on veut en utiliser 6 millions pour continuer à accélérer le développement de notre logiciel haute performance. On va en utiliser 6 millions pour notre plateforme SaaS qu'on a lancée en janvier cette année. Et puis, il y a 8 millions également qui vont être dédiés aux sales et au marketing, enfin aux forces de vente et puis à la promotion de nos technologies. Puisqu'en fait, ça a beau être, comme toute technologie, hein, ça a beau être une technologie très performante, cette technologie ne se vend pas tout seul, hein, donc il faut en faire la promotion, il faut la vendre. Quelque chose qui nous fait aussi, nous, accélérer maintenant, c'est qu'on se rend compte, c'est vraiment la conviction chez Broadpeak, hein, que la vidéo est en train de manger le monde. Tout est vidéo finalement, hein. Donc, je ne sais pas, Christian, si vous êtes abonné à Spotify, si vous écoutez les podcasts de temps en temps. Un petit peu, hein. Ça vous arrive et si vous faites attention, vous vous rendez compte que de plus en plus, les podcasts sont disponibles aussi en vidéo. Mhm. Donc, finalement, Spotify est en train de devenir une plateforme de streaming vidéo. Je vais prendre aussi l'exemple de Salesforce. Vous savez, Salesforce, Oui. c'est un CRM, on le connaît tous, hein. Salesforce, depuis l'année dernière, ils sont devenus producteurs de séries. Donc, Mhm. donc, vous pouvez aller sur le site de Salesforce Plus et vous allez trouver des séries télévisées qui racontent les histoires d'entrepreneurs, hein, petits et grands. Et donc, ils sont devenus eux-mêmes en fait, leurs propres médias, vous voyez. Et je parle même Mhm. pas de Twitch. Moi, quand mes enfants ils jouent pas aux jeux vidéo, ils regardent les gens jouer sur Twitch, Twitch. ouais. C'est ça. Ou bien TikTok. C'est vrai que la vidéo est Mhm. partout. Et toute cette technologie-là, nous, qu'on a développée depuis des années pour les très grandes plateformes, on est en train de la rendre disponible pour les nouveaux médias, mais sous la forme d'un SaaS, hein. Donc, on a lancé notre solution, notre plateforme de streaming as a service, en software as a service, justement, en début d'année, et avec beaucoup de succès. Donc, la bourse, c'est une façon aussi, hein, pour nous d'accélérer ce développement et puis de gagner en notoriété également, hein, puisqu'en fait, on a une notoriété très accrue avec l'entrée en bourse, bien sûr. Est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu ce terme SaaS, la SaaS, parce je pense que peut-être que tout le monde ne comprend pas bien. Bien sûr. Voilà. Et puis j'ai une petite question de Gabriel. En quoi consiste la technologie dans Broadpeak? Est-ce qu'elle est disruptive par rapport aux technologies streaming qui sont déjà présentes sur le marché? Oui, oui, on peut effectivement, je peux répondre à ces deux questions. Je vais commencer effectivement par le SaaS. Donc le SaaS, historiquement, le logiciel, en fait, c'était disponible un peu comme chez vous. Vous saviez, vous aviez un logiciel sur un CD, il faut l'installer, il faut le Mhm. gérer. Donc généralement, quand vous fonctionnez avec un logiciel, vous achetez ce logiciel-là, vous êtes responsable de construire un système avec votre logiciel. Donc ça peut être sur votre PC ou ça peut être dans le réseau d'un opérateur, c'est-à-dire que vous allez déployer ce logiciel, mais vous allez aussi gérer son cycle de vie. C'est-à-dire que vous allez devoir le mettre à jour, Mhm. vous voyez, vous allez devoir l'upgrader de temps en temps, à rajouter de nouvelles fonctions. Et ça, en fait, ça marche bien chez les grands opérateurs qui savent où mettre le logiciel, parce qu'ils ont des infrastructures réseau, donc ils ont des équipes aussi qui savent le faire, et ça marche très très bien. Mais par contre, pour les nouveaux médias, quelqu'un qui travaille chez Spotify, si vous lui donnez des logiciels, il ne saurait pas quoi faire avec, en fait. Donc, lui, il veut bien utiliser votre logiciel, mais il ne veut pas l'installer, gérer son update, sa mise à jour, etc. Donc, en gros, nous, au lieu de vendre à ces gens-là le logiciel, on leur donne accès à notre plateforme. Et là, Mhm. en fait, ils peuvent se connecter pour qu'en fait, la plateforme fasse les fonctions que fait notre logiciel. Et ils payent à l'usage. Et du coup, ils n'ont pas à D'accord. s'en occuper. D'accord. Donc, ça, c'est la grosse différence. C'est pour ça qu'on dit software as a service. Et nous, on utilise aussi le mot streaming as a service, hein, bien sûr, puisque Mhm. c'est complètement en lien avec ce qu'on fait. Puis après, votre question sur la disruption, on a des technologies effectivement qui sont très disruptives. Alors, tant sur une approche traditionnelle où nos solutions sont disruptives par le passage à l'échelle qui permettent, hein. Donc, une de nos grosses forces, hein, chez Broadpeak, c'est qu'on bénéficie de la courbe d'expérience avec nos 200 millions d'utilisateurs, hein. Donc, par exemple,
sur nos solutions. Je peux peut-être aller sur le slide du portefeuille produit, ça sera peut-être intéressant de Oui, pouvoir. voilà, n'hésitez pas hein, à faire Ouais, défiler vraiment, quelques vraiment. slides. Hein. Ouais, vraiment. Donc, vous voyez notre ici. Alors, si vous regardez notre portefeuille produit, vous allez voir en fait que nous, on fait tout ce qui est fonction principale de streaming, comme l'origine et le cloud PVR. Le cloud PVR, c'est, vous savez, quand vous enregistrez sur vous regardez le live en direct, vous enregistrez, Mhm. ça vient stocker, c'est le cas chez Orange par exemple. Donc, quand vous Ouais, enregistrez le live chez Orange, au lieu d'enregistrer ça sur votre box, ça enregistre ça dans le cloud de Orange. d'accord. Et après, ça vient le rejouer à la demande quand vous voulez revoir l'émission, d'accord? Ok. Donc ça, on fait ça. Et comment on se différencie? On a une solution assez disruptive puisqu'on peut supporter des centaines de pétabytes. On a un système qu'on a déployé en Europe qui permet de déployer des centaines de pétabytes. Donc c'est des systèmes énormes, vous voyez. Donc ça pose des questions de dimensionnement énormes. De la même façon, pour le CDN et le streaming, on a une solution très disruptive parce que la plupart de nos concurrents, ils ont une densité beaucoup plus faible, hein. Donc c'est-à-dire que nos concurrents, ils peuvent streamer à peu près 50 gigabits par serveur informatique. C'est-à-dire que pour un même serveur informatique avec le même CPU Intel, par exemple, hein, donc nos concurrents vont être capables d'envoyer 50 gigabits de trafic et nous, on va être capable d'envoyer entre 100 et 200. Donc ça, c'est vraiment pour le streaming traditionnel. Nous, on est disruptif parce qu'on est très dense et on est sur la capacité. Et puis, si vous regardez sur les solutions, elles, très uniques sur le marché, bah, c'est la solution de multicast ABR, par exemple, hein. Donc, Broadpeak est l'inventeur d'une technologie qui s'appelle le multicast ABR, qu'on a déployé, en fait, qu'on a inventé en 2011-2012, qu'on a commencé à déployer en 2013-2014, et qui a un succès complètement fou aujourd'hui, puisque, en fait, le problème aujourd'hui le problème du streaming, c'est le problème du pic de trafic. Vous voyez. Mhm. Le problème, c'est que c'est pour ça qu'on s'appelle Broadpeak, hein, d'ailleurs, hein, mais le vrai problème, c'est que quand vous avez un événement live comme un match de foot, comme vous avez Ouais. le Real Madrid contre Liverpool, ou Mhm. bien pour moi, c'était la finale du tournoi Destination au streaming, hein. Mhm. Donc, quand vous avez ce genre d'événement, vous avez une audience qui grandit très vite Mhm. et qui retombe très vite également. Donc, il faut une technologie qui est capable d'absorber cette charge. D'accord. Et donc, si vous déployez nos serveurs très haute performance, c'est une approche force brute, hein, c'est-à-dire que même si tout le monde regarde la même chose, vous copiez le contenu sur des centaines de serveurs, et puis quand il y a un million de personnes qui regardent, vous envoyez un lien. D'accord. Donc ça peut fonctionner, mais souvent les réseaux le supportent mal, parce que les réseaux des opérateurs sont pas habitués à des charges très très fortes comme Mhm. ça. Donc Broadpeak a inventé une technologie qui s'appelle le multicast ABR, qui est très disruptive, puisqu'en fait, au lieu d'envoyer 1 million de fois le contenu vers chacun des utilisateurs, nous, on l'envoie une fois dans le réseau de l'opérateur en multicast, hein. Le réseau de l'opérateur, c'est une sorte d'arbre comme ça, vous voyez. Donc, on l'envoie une seule fois. Et c'est seulement quand vous voulez regarder que votre box, votre B-Box, Freebox, voilà, Livebox, va venir se connecter au contenu et l'envoyer sur votre écran. Donc, la différence, c'est quoi? C'est qu'en fait, que vous ayez 1 million d'utilisateurs ou un utilisateur, c'est la même charge sur le réseau. Donc, les opérateurs sont vraiment en très bonne position puisqu'ils n'ont pas à avoir peur des grands événements. Au contraire, ils deviennent les seuls à pouvoir faire face aux grands événements. Parce que peut-être que vous l'avez observé quelquefois, hein. Donc, le streaming, généralement, ça marche quand personne ne regarde. Et dès que vous voulez regarder le match dans la rue, Mhm. c'est là que ça se passe mal, c'est que la qualité est dégradée. Donc, nous, on a vraiment cette technologie unique qui s'appuie sur les box des opérateurs, justement, pour maximiser la qualité d'expérience. Et puis, donc, ça a plusieurs vertus, hein. C'est-à-dire que vous garantissez que ça va bien se passer pendant le match. Vous faites des économies énormes dans l'infrastructure, parce que vous n'êtes pas obligé de dimensionner une infrastructure pour un pic de trafic. Et puis, enfin, vous protégez l'environnement, puisque, au lieu de déployer des centaines de serveurs, vous utilisez une fonction qui existe déjà dans le réseau et qui ne consomme rien. Donc ça, on a déployé ça récemment, l'année dernière en Italie. Mhm. Et on a vraiment sauvé le match là pour le coup, puisque Mhm. suite à l'acquisition des droits de la Serie A par DAZN, DAZN c'est une plateforme de streaming, hein, comme Amazon Prime. Donc ils ont payé d'ailleurs DAZN pour sécuriser les droits, ils ont payé 2,4 milliards d'euros pour 3 ans de saison du foot. Mhm. Et donc, ils ont fait un partenariat avec Telecom Italia pour que Telecom Italia puisse distribuer en streaming le contenu, hein. Et là, Telecom Italia était un peu en panique puisque en fait, leur réseau n'était pas prêt à cette charge de trafic. Donc, ils ont eu des gros problèmes au mois d'août pour les premiers matchs, hein, qui sont dans la presse, hein, vous pouvez trouver. Je crois que le ministre a même convoqué DAZN
pour leur demander d'expliquer pourquoi les Italiens ne pouvaient pas pratiquer leur religion du foot. On est arrivé, nous, à la rescousse dès septembre, hein, pour améliorer la qualité d'expérience. Donc, il y a eu un bond de qualité. Et à tel point qu'en novembre, on a été capable d'augmenter même le débit pour chaque match pour que la qualité des détails, vous voyez, soit plus importante. Donc là, on a une très bonne qualité grâce à cette technologie. Donc là, pour répondre à votre question initiale, ça, c'est une technologie qui n'existe vraiment nulle part, hein. Donc, il y a aujourd'hui pas de concurrents. Il y a des concurrents qui disent qu'ils auraient une solution équivalente, qui pourrait, mais en pratique, il n'y a personne aujourd'hui qui est en production. Il n'y a que nous, hein. Nous, on a une quinzaine d'opérateurs en production et on est un petit peu tout seul sur ce marché, hein. D'accord. Et parmi vos concurrents directs, entre guillemets, vous avez quelques noms ou... Bien sûr, en fait, là, ce que je peux vous présenter un peu le paysage, hein. Donc, il y a Oui, concurrents voilà, et c'est partenaires. bien. Voilà. Voilà. Il y a les concurrents et les partenaires. Alors, c'est jamais blanc ou noir, hein, vous voyez, hein. Donc, Ouais. mais donc, nous, sur ce schéma, vous voyez que nous, on intervient après la compression. Alors, la compression, c'est quoi? C'est l'étape qui consiste à prendre la vidéo qui sort de la caméra. Généralement, elle est à 3 Ouais. gigabits par seconde et Mhm. venir la compresser pour la faire Mhm. tenir, aller entre 5 et 15 mégabits, hein, pour faire simple. Et nous, on intervient après. Donc, on est présent sur toute la chaîne, hein, de streaming, hein, sur l'enregistrement, comme je vous disais tout à l'heure, sur le streaming. Le multicast ABR, c'est également une des fonctions qu'on sert. Et on classe les acteurs dans deux axes. Le premier axe, Mhm. c'est la profondeur de la gamme. Et le deuxième axe, c'est la nature SaaS, Software as a Service de la solution. Alors, tout en bas, on trouve des gens comme Mux, Amagi, qui sont vraiment des modèles pour nous, hein, des inspirations, puisqu'ils ont beaucoup de Mhm. succès sur le SaaS en Amérique du Nord. Et puis après, vous retrouvez pas mal de généralistes, hein, des gens comme Vecima, Atem ou Synamedia, qui sont plutôt concurrents, des gens comme Mhm. Mediakine et Harmony, qui sont plutôt partenaires, et puis quelques spécialistes. Mais donc nous, en fait, on tire vraiment notre épingle du jeu, parce qu'on fait aussi bien du logiciel que du SaaS. Et puis on a vraiment souvent je demande, hein, quand on a un nouveau client, je dis mais qu'est-ce qui vous a fait choisir notre technologie? Alors souvent ils nous disent grâce à vous, on va pouvoir délivrer cette qualité Netflix, les autres ne peuvent pas le faire. Et puis ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'ils nous disent chez vous, on sait qu'on va vraiment trouver les innovations pour le futur. Alors même si tous ne veulent pas déployer du multicast ABR tout de suite, ils savent qu'ils le feront à l'avenir. Ou bien même si tous ne veulent pas utiliser la 5G pour améliorer la qualité, ils savent qu'ils veulent le faire. Donc la capacité d'innovation, c'est également un gros driver de nos ventes. D'accord. Après, au niveau un petit peu de la gamme de prix et de vos produits, Oui, je suppose que vous avez plusieurs possibilités de facturation à vos clients selon les étapes. oui, oui. Ou, Complètement, en fait. Donc, ce qui est intéressant chez nous, c'est pour ça qu'on a une force de vente très directe, hein, puisque à chaque fois qu'on accroche un client, on commence chez un client, en fait, on va évoluer, on va faire grandir la facturation en fonction de l'usage. mhm, C'est-à-dire qu'un client, il va commencer avec, par exemple, une capacité de streaming chez Broadpeak pour aller envoyer du contenu vers 10 000 abonnés simultanés, hein, je donne un exemple. Voilà. mhm, Peut-être 6 mois plus tard, ils vont rajouter 50 000 abonnés, 100 000 l'année d'après, vous voyez. Donc, mhm. dans chacune de nos solutions, il y a une capacité de ce qu'on appelle de l'upsell en bon français, hein. Donc, on crée la Upside, ouais. capacité de vendre plus de capacité. Donc, Ouais. pour le streaming, pour l'enregistrement, même pour le multicast ABR, en fait, notre technologie, elle est vendue en fonction du nombre de box que l'opérateur va activer, vous voyez. Alors là, d'un D'accord. certain, c'est exactement pareil. Donc, il y a cette fonction. Et puis le SaaS, lui, c'est vraiment à l'usage en fonction en fonction de l'intensité d'utilisation également, hein. Donc, si vous faites beaucoup d'insertions de publicité avec notre SaaS, vous allez payer par impression, par nombre d'impressions de publicité. Donc, c'est vraiment l'idée. Et nous, c'est vrai que ça nous, comment dire, c'est pour ça qu'en fait qu'on a développé une force de vente. Je peux venir là-dessus, hein. Oui, On a oui. développé une force de vente très internationale en quelque sorte, puisque euh, nous, c'est important d'être là où sont nos clients, hein. 80% de nos ventes sont faites en direct. Et comme vous pouvez voir les petits points bleus, hein, bleu c'est la couleur de Broadpeak. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que on a une belle filiale aux États-Unis, on a 17 personnes, 12 personnes à Singapour, on a une autre filiale au Canada également. Et puis après, on a des contracteurs ou des salariés, hein, qui sont en région et qui vont accompagner nos clients. Et ça nous permet d'avoir un chiffre d'affaires aussi très diversifié, hein, puisque seulement 10% de nos ventes sont réalisées en France, 44% sont faites en Europe et au Moyen-Orient, Afrique, en dehors de la France, 26% en Amérique latine, hein, où on a commencé à prospecter très tôt, dès 2011.
12% en Amérique du Nord, hein, qui est une zone en explosion, hein, puisqu'on a fait plus 154% de croissance l'année dernière sur cette zone. Mhm. L'Asie-Pacifique, très dynamique aussi, hein, qui représente 7,2%, mais qui est en très forte croissance. Vous voyez, plus de près de 60% par an. Donc, il y a donc cette idée, hein, vous savez, le fait que chez un client, on va pouvoir vendre plus de capacités ou bien vendre d'autres applications, c'est-à-dire que on peut commencer par du streaming chez un client la première année, puis l'année suivante, on va lui vendre de l'enregistrement, l'année suivante des analytics. Vous voyez, en fait, on a une capacité aussi à faire ce qu'on appelle du cross-sell, c'est-à-dire à multiplier les applications chez un client. Et je pense que Et c'est du coup, sûrement. Oui, oui, dis-moi. excusez-moi, et du coup, votre axe de développement maintenant, il est basé vers où? En termes de géographie, vous voulez dire? Oui, ouais. Donc, géographiquement parlant, euh, donc nous, la façon dont on vend, hein, c'est qu'on ouvre un territoire, hein, on nomme un directeur des ventes et puis un avant-vente sur ce territoire. Et les territoires, en fait, qu'on veut multiplier, nous, on veut créer de nouveaux territoires. On est déjà très présent aux USA, au Canada, mais on veut, aux États-Unis, au Canada, on veut créer des nouveaux territoires aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Asie, mais également en Europe, on veut créer de nouveaux territoires on est déjà présent, par exemple, au Royaume-Uni, mais on voudrait créer un autre territoire. On est présent également en Scandinavie, mais on voudrait également ouvrir un autre territoire. Donc, vous voyez, c'est que la façon dont ça marche, c'est un peu comme une formule mathématique, hein, c'est-à-dire qu'on ouvre un territoire, on nomme un directeur des ventes et un Mhm. avant-vente, et eux, ils vont faire grossir leur chiffre d'affaires jusqu'à ce que la taille du territoire justifie qu'on la subdivise en deux. Vous voyez, donc c'est un petit peu Mhm. notre modèle. Donc ça, c'est un modèle qui marche très bien et qui se combine avec des salons professionnels, avec de la publicité et de la promotion. C'est un peu tout, c'est un peu en fait, vous voyez, c'est la combinaison entre cette technologie de rupture et puis notre présence à l'international qui nous permet justement de délivrer cette performance, hein, parce que vous voyez que en 2015, on faisait 4,6 millions d'euros et en 2021, 33 millions d'euros. Donc c'est encore une fois, hein, c'est près de 40% en moyenne sur la croissance de chiffre d'affaires. D'accord. En termes de modèle de vente, en fait, à part, on vend principalement des licences hein, et des services. Hein. En gros, Oui, notre activité, c'est de la vente de licences. Alors, oui, pour l'instant, on vend beaucoup de licences perpétuelles, en fait, hein, pour un certain nombre de capacités. Donc, le client achète une fois et puis rajoute de la capacité au fur et à mesure où il a besoin de plus de stream, en fait. Mhm. On vend aussi des contrats de maintenance, en fait, hein, sur toutes ces licences installées. Tous les clients, en fait, ont un contrat de maintenance parce qu'ils ont vraiment besoin d'être assurés, d'avoir un support 24 heures sur 24, que ça marche dans toutes les conditions. Et puis, on commence aussi à vendre un peu de SaaS, donc ça, c'est vraiment de l'abonnement. Donc là, on est vraiment au tout début de cette activité. Et puis, historiquement aussi, on vendait des ventes, on vend des équipements, en fait, des infrastructures hardware, en fait, pour les clients. Et là, c'est en baisse et ça fait partie de notre stratégie. Voilà, nous, on ne base pas notre stratégie de croissance sur l'augmentation des oui. équipements qui est à faible marge. D'autant plus que voilà, maintenant, beaucoup d'opérateurs en fait, mettent leurs équipements, leur infrastructure dans le cloud. Donc, nous, on ne propose pas ce service. C'est vrai qu'on a vu un mouvement hein, qui a été accéléré un peu par le Covid, c'est-à-dire que les opérateurs, de plus en plus, ils favorisent les clouds publics, hein, donc Google Cloud, Mhm. Azure ou AWS, plutôt que Mhm. d'avoir des équipements dans leur réseau. Donc c'est vrai que ça diminue cette part-là. Donc, nous, on est toujours intéressés à fournir à nos clients qui le demandent du hardware, mais c'est pas là qu'est notre business de cœur. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a fait une croissance de 38%, malgré la baisse de la vente de matériel. Donc le matériel dont on parle, c'est des serveurs informatiques standards hein, de chez Dell ou HP, donc c'est vraiment du négoce. Hein. Mhm. D'accord. Au niveau de vos clients principaux Oui, ou de vos gros clients, c'est quoi, quel type de clientèle? Bon, je suppose qu'il y a des grosses boîtes comme j'ai vu un peu Orange, tout ça, mais c'est vraiment, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu plus? bien sûr. Donc en fait, nos clients, c'est vraiment les grands opérateurs de télécom hein, qui ont des offres de vidéo à la demande et de télévision. Donc c'est Orange en Espagne, en France, en Pologne. C'est Claro, le groupe América Móvil en Amérique latine, hein, dans 7 pays qui achètent toutes nos solutions. Deutsche Telekom hein, en Europe aussi. Donc, c'est notre client en Allemagne, en Autriche, en Croatie, en Pologne, en Hollande. Donc, on travaille vraiment avec très grands opérateurs. Ou Vodafone, par exemple, Vodafone en Italie, en Espagne, au Portugal. Mhm. On travaille vraiment avec ces très grands opérateurs, mais également avec des grandes plateformes de télévision à péage. Comme par exemple Astro en Malaisie.
c'est un équivalent de, vous voyez, de Canal+ en France. Hein, donc, c'est le Canal+ de Malaisie et tout en Asie-Pacifique. Donc, on travaille aussi avec ces grandes plateformes qui ont finalement qui ont évolué, un peu comme Canal+ en France, qui ont évolué à partir du satellite et qui sont allés de plus en plus vers le streaming et l'Internet. Et puis à côté de ce gros marché des opérateurs télécoms, on retrouve les gens comme HBO hein, qui portent Game of Thrones, des séries intéressantes, Disney+, DAZN. Je trouve ce qui est formidable en fait, hein, c'est que tous ces acteurs-là sont un peu à la guerre au contenu. Alors il y a eu un petit ralentissement pendant le Covid hein, parce qu'il y avait moins de production, mais c'est vrai que cette compétition-là, elle alimente une course au contenu et c'est pour notre plus grand plaisir hein, puisqu'on a c'est l'occasion de voir toutes ces séries qui nous passionnent. Hein. Donc on retrouve tous ces acteurs-là. Et puis progressivement, on va retrouver des acteurs hein, des nouveaux médias, hein, comme je vous le disais, qui ont vraiment besoin, de la même façon, qui sont en train de devenir leurs propres médias et qui ont besoin de solutions de streaming très performantes. Ok, est-ce que juste une petite chose, on a vu tout à l'heure l'évolution un tout petit peu du chiffre d'affaires jusqu'en 2021, mais du coup maintenant les perspectives, comment s'annoncent-elles? Parce que là vous allez lever donc de l'argent grâce à cette introduction en bourse. Quelles sont les perspectives pour les années à venir, entre guillemets? Comment Alors, voyez-vous cette croissance en 2022 et un peu plus tard? complètement. Donc peut-être, je peux commencer peut-être par notre cible à 2026. Hein. Qu'est-ce qu'on a, nous, en fait, vraiment dans le viseur hein. Donc, nous, notre objectif, c'est de tripler nos ventes hein, d'ici 2026. Hein. Donc, de passer de 33 millions d'euros de chiffre d'affaires à 100 millions. On veut aussi, en fait, faire grossir la part récurrente de nos revenus, puisqu'en fait, la part récurrente donne beaucoup de visibilité hein, sur le business. Et elle génère aussi beaucoup de valeur pour l'entreprise, bien sûr. Hein. Donc, on souhaite faire passer cette part de revenus récurrents de 20% à 40%. C'est-à-dire que les revenus absolus récurrents vont être multipliés par 6 hein, d'ici 2026. Et puis, nous, on a vraiment une tradition, une culture de la rentabilité. Hein, donc c'est encore une fois lié à notre histoire. Et puis, lié au fait qu'on a levé que 7 millions hein, depuis le démarrage hein, de Broadpeak. Et donc, on vise une rentabilité de 20% d'EBITDA en fait en 2026. Et donc, pour nous, 2026, bon, bien sûr, c'est le plan, c'est notre objectif, mais ça commence très vite, ça commence dès 2022, vous voyez, puisque en fait, le 2026, ça commence aujourd'hui, hein, ça s'écrit aujourd'hui. Et donc, on a également partagé une guidance pour 2022 d'un revenu au-dessus de 41 millions d'euros. Donc, c'est un objectif très conservateur, hein, donc on est très prudent, hein, bien sûr. Hein, donc, 25% de plus que 2021. oui, Ça fait dans le passé, on a fait 40% en moyenne. 40% de croissance, donc on est très prudent. Je crois que on nous a beaucoup expliqué que, pour tous ceux qui écoutent ici, c'est vrai qu'ils pourront en témoigner également, c'est que en bourse, la confiance arrive à pied, elle repart à cheval. Hein, donc, je pense que c'est très important de délivrer de façon cohérente les résultats. Et donc, on est très confiant puisque à fin mars, on avait déjà 60% du chiffre d'affaires 2022 dans le carnet de commandes. Donc, alors ça ne veut pas dire que nos commerciaux vont partir en vacances au milieu de l'année parce qu'ils auront fait leurs chiffres, hein, donc ils vont travailler bien sûr à l'année prochaine, mais on est très confiant hein, pour délivrer au-dessus de 41 millions d'euros. D'ailleurs, notre premier trimestre en fait, le démontre très clairement, hein, puisqu'on a délivré 40% de croissance hein, au premier trimestre avec un premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros. Donc, encore une fois, on est très très confiant, mais comme vous disiez, hein, on a dans le viseur cet objectif. Hein, donc, et on pense encore une fois que l'argent utilisé, là, hein, les 20 millions levés, vont nous permettre d'atteindre cet objectif en 2026 sans avoir nécessairement à relever. Quoi. Ok, et pour répondre à une question de Gwen, est-ce qu'il est prévu à terme, genre une politique de dividende? Alors, en 2026, pas pour le moment, hein, bien sûr, parce qu'on est en investissement, mais c'est quelque chose qui est complètement envisageable hein, en 2026. On n'a pas non plus donné de prédiction ou quelque chose, hein, mais donc effectivement, c'est normal qu'au bout d'un moment, il y ait un retour, hein, bien sûr, pour les investisseurs. Hein, c'est quelque chose qui est complètement envisageable avec un EBITDA à 20%. Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup du streaming vidéo et de son impact sur la planète. Oui. Est-ce que vous êtes concerné un petit peu par cela et est-ce que la technologie multicast, donc ABR, permet de limiter un peu cet impact?
Ah bah complètement, enfin là vraiment vous touchez quelque chose de très sensible, parce que c'est vrai que on considère que 1% des émissions de gaz à effet de serre provient du streaming vidéo, hein. Donc Mhm. il y a un enjeu très fort pour réduire cette consommation. D'ailleurs, c'est pareil dans tous les pays, mais en France, l'ADEME, hein, demande des comptes euh, aux opérateurs de télécom, demande des comptes aux grandes plateformes de Mhm. streaming, aux plateformes de télévision à péage. Et nous, là, c'est vraiment, là, on joue un rôle énorme, hein, puisque avec la densité de nos serveurs, hein, avec nos solutions traditionnelles, déjà avec la densité des serveurs, on arrive Mhm. à diviser par 3, 4, 5 fois en fait la consommation d'énergie. Donc ça permet, vous voyez, ça donne une visibilité un peu sur le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mhm. Et puis à travers le multicast ABR, bah, l'impact est complètement décuplé, hein, puisque là on parle de plusieurs ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'au lieu de déployer 500, 1000 serveurs dans le réseau de l'opérateur, là vous pouvez déployer 2 serveurs, et puis vous allez vous servir du logiciel qui est dans les box, donc qui sont déjà Mhm. alimentés, hein, donc qui ne génèrent pas de consommation électrique supplémentaire. Vous allez vous servir des box comme d'un relais. Donc là, vous pouvez diviser par 1000 hein, finalement la consommation d'énergie. Donc là, il y a un gros impact, hein, donc c'est important. C'est déjà important aujourd'hui pour nos opérateurs, hein, pour nos clients qui ont besoin de répondre à ces défis de protection de l'environnement. Mais c'est également important pour les autres parties prenantes, hein, pour nos salariés, par exemple. Maintenant, je pense que c'est aussi un moteur quand les gens viennent travailler chez Broadpeak de savoir qu'ils contribuent justement à la protection de l'environnement. Clairement un très gros impact. D'accord. Vous nous dites que votre technologie est une technologie haute performance. Est-ce qu'elle est reconnue? Et quid de Amazon Web Services ou Microsoft Azure, par exemple, ou Google Cloud? Oui, oui. Alors en fait, AWS, Azure et puis Google Cloud, c'est vraiment des partenaires pour nous. Ce C'est-à-dire sont- qu'on a des clients qui nous disent, en fait, nous, on veut utiliser votre logiciel euh, dans Google Cloud, par exemple, ou dans Azure. Donc, ils nous demandent de venir déployer dans l'infrastructure. Donc, nous, on voit ça, en fait, ces plateformes-là, on appelle ça les hyperscalers, hein, les grandes plateformes, les grands clouds globaux, sont des partenaires pour nous au même titre que des fournisseurs de matériel, d'ailleurs, comme Dell ou HP, vous voyez, en fait. Et à tel point que nous, on a on travaille, AWS est d'ailleurs un de nos clients, hein, donc ils utilisent ils utilisent nos solutions aussi pour travailler avec Verizon, par exemple, aux États-Unis. On fait de l'innovation ensemble, en fait, c'est ce qu'on indiquait hein, dans notre slideshow. Donc, on fait de l'innovation pour la NHL, par exemple. Donc, là, vous savez, la Ligue nationale de hockey aux Oui. États-Unis, donc, on a fait des expérimentations avec AWS et Verizon pour que les gens dans le stade, vous voyez, ils puissent regarder le hockey pendant qu'ils avaient le spectacle devant eux, enfin des différentes vues. Donc on travaille là-dessus. Donc c'est vraiment un partenaire, c'est vraiment des partenaires stratégiques, mais c'est également des fournisseurs. C'est-à-dire que quand on a lancé Broadpeak.io, notre plateforme de streaming as a service, si vous voulez, ou de software as a service, quand on a lancé Broadpeak.io, ben, on s'est dit, il faut utiliser une infrastructure, vous savez, qui soit élastique, hein, qui nous permette de déployer de la capacité en fonction de l'usage, parce que quand vous lancez une plateforme, vos clients peuvent être en Argentine, Mhm. à Singapour, donc à tout moment, en fait, hein, vous devez être capable de déployer de la capacité en fonction de l'usage. Et de pouvoir la replier également quand elle n'est pas utilisée. C'est ce qui fait la force aussi du SaaS, hein, c'est-à-dire que vous mutualisez vos infrastructures, donc vous allez déployer des instances à Singapour quand vous avez vos clients à Singapour. Vous allez les éteindre en fait quand c'est la nuit à Singapour et puis les rallumer aux États-Unis. Voyez, donc Mhm. c'est aussi très green, c'est une façon. Et donc quand on a choisi un partenaire pour le cloud, pour notre plateforme SaaS, on a choisi AWS. Donc AWS est notre fournisseur d'infrastructures cloud pour Broadpeak.io. Broadpeak.io est assise sur une infrastructure de AWS. Donc vous voyez, en fait, jamais, ça peut être du partenariat, Ouais. des relations de fournisseurs, hein, donc différentes solutions, mais c'est vrai que ce sont vraiment des acteurs en fait essentiels. Ouais. D'accord. Et alors, juste pour parler un petit peu d'actualité, avec la hausse de prix de l'énergie et surtout de l'électricité actuellement, Oui. quel est un peu pour vous l'impact, entre guillemets, puisque vous êtes gros consommateur, donc vous faites quoi en termes de prix, une politique de prix un peu plus agressive, ou pas, je ne sais pas du tout. Alors nous on n'a pas effectivement, nous on n'est pas, même si on est les fournisseurs de la technologie,
on n'a pas vraiment vu, nous, de hausse chez AWS. Par exemple, si on parle de notre fournisseur AWS qui utilise bien Ouais. l'énergie, on n'a pas vu de hausse de coût en lien avec l'énergie. Et nous-mêmes, on fournit de la technologie. Donc, c'est effectivement, est-ce qu'on va voir une question peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, c'est est-ce que Orange va augmenter son abonnement ou Bouygues Télécom en lien avec la consommation d'énergie? Alors, tout ça va dépendre effectivement si c'est une inflation qui est durable. Hein. C'est comme, je pense que tout le monde est en attente. Hein. Est-ce que cette inflation va durer ou est-ce que cette inflation va passer? Donc, mais on n'a pas vu, nous, on n'a pas observé vraiment de croissance des prix de ce point de vue-là. D'accord. Alors, si tout le monde a la même qualité un peu que vous, en quoi les plateformes elles vont pouvoir se différencier en fait? Alors justement, donc tout le monde n'a pas, encore une fois, tout le monde n'a pas la même qualité que nous. Hein. Donc le leader sur la qualité aujourd'hui, c'est Netflix. Mm. Netflix a développé sa solution en interne hein, depuis 2007-2008. Et on peut se poser la question pourquoi Netflix a développé à l'époque au lieu d'acheter. C'est parce qu'il n'y avait rien à acheter. C'est parce qu'en fait Netflix a vraiment été le pionnier du streaming Oui. vidéo. C'est vraiment eux qui ont commencé. Donc ils ont développé tout en interne, toute une gamme, que ce soit le streaming vidéo, que ce soit Mm. la compression des contenus, que ce Mhm. soit, vous savez, même le moteur de recommandation. Tout est fait à la maison, hein, tout est fait maison chez Netflix, on va dire. Et, euh, et en fait, pour nous, c'est formidable parce que c'est ce que les utilisateurs de Netflix constatent, hein, c'est que si vous utilisez plusieurs plateformes, vous pouvez être critique hein, par rapport au contenu Netflix. Hein, euh, chacun ses goûts, bien sûr. Hein, les goûts, les couleurs, ça ne discute pas. Mais en termes de qualité d'image, d'une part, en termes de temps de démarrage de la vidéo, Mm. en termes de support des différents types d'écrans, Netflix, ça marchera toujours. Ça marche toujours dans toutes les conditions. Et ça marche, en fait, comment dire, dans toutes les conditions de réseau également. Donc, si vous vous baladez en voiture, vous voyez, et que vous comparez un contenu Netflix à un contenu sur une autre plateforme, vous verrez Mm. que Netflix sont vraiment très performants. Et donc nous, c'est vraiment une inspiration pour nous. C'est-à-dire que nous, en fait, on travaille justement sur notre technologie justement pour atteindre ou dépasser dans certains cas. Dans certains cas, on dépasse la qualité Netflix. Hein. Donc on a Mhm. complètement les yeux rivés sur Netflix, nous. Et c'est très important pour les autres plateformes parce que les autres plateformes doivent délivrer cette qualité Netflix. Mais comme la technologie Netflix n'est pas accessible, Mm. se tourne vers des gens comme nous pour les aider justement à matcher cette qualité. Et vous savez, en fait, les gens ont perdu, comme Netflix fonctionne bien, les utilisateurs sont devenus impatients. Vous voyez donc, Mm. et je pense que c'est ça qui nous aide beaucoup parce que si tout était médiocre, je pense que les gens ne feraient pas la différence et la technologie streaming Mm. serait une commodité. Mais le fait que cette technologie Netflix soit si performante, ça nous permet à nous de délivrer cette technologie de haute qualité. Et la raison dont on travaille justement pour atteindre cette qualité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on s'inspire de Netflix, c'est que, vous savez, le streaming, c'est pas possible, Christian, de développer ça dans un labo fermé. Mm. Parce que chez vous, vous n'avez pas le même opérateur que moi, vous n'avez pas le même Mm. Wi-Fi, peut-être C'est que vrai. notre foyer est différent, donc il y a des écrans différents, un nombre d'écrans Mm. différents. Mm. Et ce qui fait qu'en fait, la seule façon de tester la technologie de streaming, c'est pas dans le labo, mais c'est de la tester sur le terrain. Et Oui. d'ailleurs, c'est comme ça qu'on travaille nous, c'est-à-dire que quand on vient avec une amélioration de notre technologie, on est capable d'aller la tester sur 5% des abonnés hein, chez un opérateur. On mesure avec l'opérateur le gain de performance. Et dans le cas en fait où il y a un gain, où il y a une amélioration, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient généraliser la nouvelle technologie à tous les abonnés. D'ailleurs, en fait, c'est ce qui fait qu'en fait la qualité augmente en permanence. Et puis à l'opposé, hein, si c'est pas probant ou si la qualité est un peu en dessous, bah, on fait un pas de côté, on se remet au travail, on revoit notre copie et puis on se prépare pour le prochain test. Et c'est ce qui fait que finalement la qualité Netflix par rapport à ce que vous disiez, est-ce que tout le monde a la même qualité? Mm. La qualité, c'est pas vraiment comment dire, une destination, c'est plus un chemin, puisque chaque année, Netflix améliore sa qualité et Broadpeak, de la même façon, en fait, nous, on est vraiment en progression. D'ailleurs, vous le voyez peut-être chez vous, hein, il y a une vraie concurrence hein, des applications. Si vous allumez une autre application pour regarder de la vidéo, puis après vous allumez Netflix, vous allez voir que Netflix va manger de la bande passante hein, à l'application à côté. Donc il y a une vraie concurrence aussi hein, de ces plateformes Mhm. pour aller attraper le Wi-Fi ou attraper la bande passante. On peut dire qu'il n'y a pas de partage de ressources dans la maison. Hein. C'est chacun pour soi. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez les nouveaux médias?
à qui vous vous adressez votre nouvelle offre Oui. SaaS. Et pourquoi vous pensez que ça va les aider à développer leur propre offre de contenu, en fait? Bah, si on revient effectivement sur le marché, hein, nous, ce qu'on dit encore une fois, hein, c'est que tout est vidéo et les nouveaux médias, c'est en fait tous ces acteurs qui deviennent en fait qui deviennent leurs propres médias. Donc, je parlais tout à l'heure de Spotify avec les podcasts ou de Salesforce, hein, qui a sorti ses propres séries. Mais je vais prendre un exemple qu'on connaît tous, hein, peut-être en France, et m'en tenez par rigueur, hein, c'est un exercice, Hmm. c'est une hypothèse, d'accord? Donc, Cyril Lignac. Oui. Vous voyez, Cyril Lignac, en Oui, fait, oui. il est son propre média. Je pense que pendant le Covid, il nous a tous aidés Hmm. à passer la crise avec ses recettes, hein, qu'on faisait en famille. Donc, donc finalement, Cyril Lignac est son propre média, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais pendant le Covid, bah, la qualité était un petit peu approximative, hein. La qualité du streaming, on voyait quelquefois chez les gens, on ne voyait pas bien, il y avait des blocs. Hmm. Pour nous qui sommes un peu des spécialistes, ça faisait un petit peu mal aux yeux, hein, pour tout vous dire. Et donc, en fait, on se dit que quelqu'un comme Cyril Lignac, comme il est son propre média, il faut quand même qu'il soigne, vous voyez, il faut Pas qu'il d'image. soigne l'image Hmm. de son produit, en fait. Son produit, c'est lui, hein, c'est son Bien émission. sûr. Il faut qu'il la soigne. Donc, il a besoin, en fait, de pouvoir s'appuyer sur des technologies haute performance, comme une chaîne de télévision dans le temps, comme Netflix qui sécurise ses contenus pour un prix très important et qui veut que l'expérience utilisateur soit maximum. Donc alors c'est pas Cyril Lignac, hein, qui entre deux recettes va se brancher sur notre plateforme SaaS, mais dans son équipe ou dans ses prestataires de services, on peut imaginer que quelqu'un qui s'occupe justement de la communication ou de la vidéo, hein, ou du web chez Cyril Lignac utilise notre plateforme SaaS justement pour améliorer la qualité, pour insérer des publicités, pour venir faire des chaînes virtuelles, par exemple, où on va mettre D'accord. quelques émissions, un peu de pub, vous voyez. Donc, ça, c'est vraiment. Les nouveaux médias, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout est vidéo. De la même façon que le logiciel a mangé le monde dans le passé, la vidéo est en train de manger le monde aujourd'hui. Et il va falloir des pelles et des pioches, il va falloir des outils. Et donc, nous, on fournit en fait tous ces produits, hein, qui ont fait leur preuve, hein, tous ces modules logiciels, on les fournit en SaaS. C'est-à-dire qu'en fait, les synergies chez Broadpeak sont énormes, puisque quand on va développer un logiciel élémentaire, par exemple, pour créer une chaîne virtuelle, Oui. eh bien, en fait, ce logiciel-là, il va être utilisé dans notre produit logiciel qu'on vend aux opérateurs. Et Mhm. ce module va être utilisé dans la plateforme SaaS pour le faire en service. Vous voyez, donc on considère vraiment qu'on marche chez Broadpeak sur deux jambes, hein, une jambe logicielle pour les grands opérateurs qui aiment bien acheter du logiciel, Mhm. et puis une plateforme SaaS pour à droite les nouveaux médias. Et puis au centre, ben, vous aurez les grandes plateformes OTT qui, un jour, comme HBO, achèteront du logiciel Broadpeak, et puis le lendemain, achèteront du SaaS chez Broadpeak. Voilà, c'est un petit peu la logique de notre offre. D'accord. Alors, j'ai une petite question de la part de Joé qui est sympathique là. Donc, vous semblez travailler étroitement avec AWS. Comment gérez-vous les risques liés à l'intelligence économique vis-à-vis des technologies et des données? Alors nous, en fait, on fait très attention à ça, hein. D'ailleurs, dans aujourd'hui, nous, on collecte des données, mais en fait, on collecte des données qui appartiennent à nos opérateurs et qui sont anonymisées, qui restent chez les opérateurs. Il y a un vrai Mhm. enjeu, hein, il y a un vrai enjeu de protection des données, hein. Donc, on fait en sorte justement que les données ne soient pas stockées sur AWS ou sur d'autres clouds d'ailleurs, hein. Mais y compris, vous voyez, quand on travaille avec Bouygues Telecom, les données en fait sont accessibles seulement à Bouygues Telecom, complètement anonymisées. Et nous, on leur donne les outils pour les processer, mais à aucun moment, nous, on accède ces données, hein, parce que c'est vrai que les risques sont énormes, hein, les risques de réputation, les risques de vie privée, enfin, sont énormes. Donc, on est très De vigilants vol, là-dessus. oui, voilà, le risque de Et vol c'est de d'ailleurs notre données. stratégie, vous voyez, c'est notre stratégie, parce qu'en fait, je sais qu'il y a des acteurs américains qui utilisent les données de leurs clients pour les monétiser. Alors, c'est pas forcément pour la publicité, hein, mais ça peut être pour vendre des études de marché, ce genre de Bien choses. sûr. Ça, c'est pas aussi mauvais, hein, que de vendre de la publicité ou bien de les livrer à n'importe qui. Mais nous, c'est pas notre choix, en fait. Nous, les données restent chez nos clients et en fait, on leur donne les outils pour les analyser, mais on n'y a pas accès. D'accord. Fabienne, est-ce que du coup, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu donc du coup de cette introduction en bourse, revenir peut-être un tout petit peu sur les perspectives encore, puisque si on a beaucoup parlé de technologie.
simplement, bon, je rappellerai tout à l'heure le calendrier, hein, on ira sur le site de Bourse Direct et je montrerai donc aux internautes comment on fait pour passer un ordre, tout simplement, pour réserver. Voilà, est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu, aussi bien, bon, le chiffre d'affaires, on a déjà parlé un petit peu, mais peut-être les bidas, voilà, au moins les perspectives et la situation actuelle. Ouais, donc côté situation actuelle, on peut revenir un peu Oui. sur nos chiffres 2021. Sur, par exemple, le compte de résultat. Donc, comme on l'a dit, on fait 33 millions de chiffre d'affaires en 2021, donc en croissance de 38% par rapport à 2020. Ce qui est intéressant aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le mix de chiffre d'affaires, hein, puisque voilà, la proportion avec la moins forte marge en fait, a diminué. Et ça, c'est tout à fait en ligne avec notre stratégie. Donc, en fait, là, on sort déjà une marge brute en fait, sur achat variable en fait, de 80%. Et là, on est tout à fait déjà en ligne avec notre stratégie. En fait, on était un peu en avance par rapport Au plan. au plan. Donc, 80% de marge brute. Ensuite, sous la marge brute, on a tous nos coûts fixes. Notre coût fixe, c'est à 80% des coûts de personnel. Et donc, ces coûts de personnel, ils sont à la fois en salariés ou consultants et prestataires. Donc, ils sont à la fois dans les charges de personnel et dans les autres charges. Voilà, mais nous, c'est les 241 personnes à fin d'année en fait, qui composent l'équipe. Et donc, notre stratégie, c'est clairement, nos investissements, c'est clairement d'investir sur les gens et sur des plans d'embauche en fait, en R&D principalement, hein, et en commerce. On peut noter aussi que en moins de nos coûts, en fait, on a d'autres produits d'exploitation. Ça, c'est l'activation des frais de R&D. Donc, ça, c'est un petit peu technique, mais enfin, ça passe en investissement, en fait. Ça passe au bilan. Donc, une partie de notre investissement, en fait, voilà, va passer dans les investissements. Mais c'est des coûts de personnel, ils vont passer en investissement. Donc, aujourd'hui, en fait, on est déjà rentable. On dégage une marge d'EBITDA de 3 millions d'euros, soit 9% du chiffre d'affaires. Et donc là, comme on l'a expliqué, en fait, nous, ce qu'on vise, c'est 20% d'EBITDA en 2026. Donc, c'est que notre croissance de chiffre d'affaires, 20 millions, par exemple, 20 millions, oui, 20%. Une croissance de chiffre d'affaires va être plus forte que la croissance des coûts, hein. Il y aura évidemment, les coûts vont augmenter, mais voilà, on pense être 400 à horizon 2026 pour faire 100 millions de chiffre d'affaires et donc dégager 20% d'EBITDA. Et puis juste un petit point, c'est que contrairement à d'autres comparables de secteur, nous on a un crédit impôt recherche qui est important, mais qui n'est pas dans les l'EBITDA. Nous, il est en bas du compte de résultat. Donc en fait, ça améliore encore plus notre résultat net. Donc en fait, notre rentabilité résultat net est de 12% à 4 millions d'euros. Donc nous, on cherche à lever 20 millions d'euros. En fait, c'est ce qu'on estime nécessaire pour atteindre le 100 millions de chiffre d'affaires en 2026 et les 20% d'EBITDA. Et il y aura, voilà, c'est de la croissance interne en fait. Voilà, il y aura pas, on ne vise pas d'acquisition externe. Voilà, et donc on pense qu'avec 20 millions d'euros, on peut vraiment atteindre cet objectif. Donc justement, j'allais vous poser la question, c'est croissance interne, donc pour l'instant, pas de prévision de croissance externe. En fait, il n'y a pas de croissance externe dans notre histoire, hein. Depuis 2010, tout a été fait en organique, hein, ce qui est d'autant plus remarquable, je pense. Et puis là, aujourd'hui, non, dans les 20 millions d'euros, il n'y a rien qui a été prévu pour, encore une fois, pour une acquisition. On n'a pas d'acquisition en vue. On délivre une très belle performance en interne déjà, hein, donc, et puis on a un focus très fort aussi, hein, donc, sur notre propre exécution. Et c'est vrai que, comme vous le savez, parfois les sociétés qui font des acquisitions peuvent perdre un peu de leur focus, hein, au moins pendant le temps de l'intégration. Donc, on est très focalisé sur notre produit. Alors, on ne dit pas non, hein, peut-être qu'un jour, voilà, on verra peut-être un composant logiciel qui nous intéressera pour étendre notre marché adressable, ou bien peut-être une société qui nous amènera du staff en plus. J'en sais rien, moi, par exemple, si demain on veut se déployer au Japon, est-ce qu'il ne faut pas acheter un japonais, j'en sais rien, bon, bref. Mais aujourd'hui, aucun plan. Donc aujourd'hui, on va être sur les 20 millions, encore une fois, hein, 12 millions pour la R&D, que ce soit 6 millions pour les 6 millions pour le logiciel ou 6 millions pour la plateforme SaaS, et puis 8 millions pour accompagner la croissance à travers le développement du marketing, hein, et puis des équipes commerciales. J'avais cru lire l'extension aussi aux États-Unis, au Canada, peut-être en Asie. Exactement, c'est par effectivement, si on regarde le détail, hein, par exemple pour les efforts commerciaux, hein, donc d'une part, il y a les intensifications des efforts marketing et commerciaux sur les 3 segments, hein, pas seulement sur les opérateurs, également sur les plateformes OTT et puis sur les nouveaux médias.
Mhm. Vous savez l'histoire en Italie, là, quand on a sauvé le match, donc ça, cette histoire entre DAZN et Telecom Italia, c'est une histoire formidable parce que pour la première fois, elle crée un effet de réseau, vous voyez, puisque en fait, DAZN fait la promotion de nos solutions auprès des autres opérateurs italiens. Bien sûr. Telecom Italia se fait contacter par d'autres fournisseurs de contenu hein, pour profiter de la technologie. Donc, on veut raconter cette histoire-là un peu partout, hein, c'est vraiment notre stratégie. Le troisième élément de notre action de pénétration commerciale pour les 8 millions, c'est d'intensifier les efforts de business développement avec nos partenaires que sont Google Cloud, AWS et Azure, puisque vous voyez bien que quand nous, on vend notre logiciel, eux, ils vendent leurs infrastructures, donc on est vraiment alignés hein, sur la Mhm. stratégie. Et puis enfin, comme vous disiez à l'instant, là, on veut vraiment faire ces efforts de ce qu'on fait depuis 2010, hein, c'est de développer des nouveaux territoires hein, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Asie, mais également en Europe. Hein, on est très présent en Europe et pourtant, on voit un intérêt pour créer des nouveaux territoires en Royaume-Uni, alors qu'on est déjà présent, mais c'est recréer une nouvelle région et de la même façon dans les pays nordiques. Il y a juste une petite question de la part de Philippe qui aurait aimé savoir un petit peu la structure de chiffre d'affaires par pays, sachant que, ben, bien évidemment, il y a des risques de Ah, bien change. sûr. Alors, donc, en fait, on n'a pas la granularité du pays, mais on a quand même la structure du chiffre d'affaires par zone. Donc, Mhm. ce qui donne quand même une bonne idée. Donc, je peux revenir dessus si vous voulez. Je navigue dans la présentation. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est que donc, 10% des ventes proviennent de France. 44% des ventes sont en dehors de France, mais en Europe, Moyen-Orient, Afrique. Vous voyez. 26% en Amérique latine, donc voilà, un peu partout en Amérique latine, hein, donc au Mexique, en Argentine, au Chili, Pérou, enfin, Brésil, etc. Mhm. On est présent partout. En Amérique du Nord, hein, USA, Canada, c'est 12%. Par contre, c'est en très forte croissance, vous voyez, plus 154% de croissance en 2021. Et Mhm. puis en Asie-Pacifique pour 7%, mais également une zone hein, qui est en très forte croissance. Donc ce qu'on voit, nous, c'est des usages hein, qui accélèrent partout. Hein, donc il n'y a pas vraiment une spécificité locale. Il y a juste le cycle local hein, qui peut être différent d'un pays à l'autre, mais on est vraiment présent partout. Merci. C'était juste pour répondre à Philippe, voilà, qui se Oui, posait la question. oui, Bon, j'espère je que pense qu'on c'est on va peut-être revenir sur les modalités de l'offre, si vous voulez bien. bien sûr. Fabienne, ou Ouais, ben, donc ou voilà, Jacques. on cherche à lever 20 millions d'euros donc en base deal. Hein, Mhm. donc ça fait un prix d'action entre 6 euros et 7 euros. J'ai plus le. 0,5, voilà, c'est une offre à prix ouvert, hein, à Voilà, 6,41 €, 7,05 €. Après, je reprendrai la main. On ira voir voilà, sur le site Bourse Direct qu'on va passer en ordre. voilà. Et donc il y a éventuellement une clause d'extension en fait de 3 millions d'euros et une clause de surallocation pour C'est 3 millions ça. d'euros également. Sachant que la levée de fonds, en fait, c'est pour des nouvelles actions, sauf en cas de surallocation, il y aura un peu de secondaire. Mais voilà, Mhm. l'objectif premier C'est de primaire. l'opération, c'est la création de nouvelles actions. Mhm. Voilà, il y aura un lock-up, en fait, hein, des actionnaires historiques hein, d'un an. Donc, et voilà, ils vont rester au capital et puis voilà, ils sont aussi au conseil d'administration. Donc, c'est des C'est dans le actionnaires long terme. long terme. On a déjà des engagements fermes de souscription. En fait, hein, on a lancé l'offre le 20 mai. On a déjà des engagements fermes à hauteur de 7,5 millions d'euros hein, de la part Mhm. d'institutionnels. Mhm. Voilà. Et donc, l'offre pour le public, en fait, elle est ouverte jusqu'au 7 juin. D'accord, c'est ça. Alors, ok. Donc, ce D'accord. que je vais faire, c'est que je vais reprendre la main et on va aller Oui, directement sur le site de Bourse Direct. Comme ça, je vais montrer aux participants comment on fait pour réserver les titres. Voilà. Alors, attendez, hop, partager mon écran. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont. Donc, attendez, je vais juste remettre le chat 2 secondes, au cas où il y aurait des questions. Ah, il ne veut pas. donc j'arrête de partager peut-être de mon côté. Non, pour l'instant, ça il y a un petit bug. Bon, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que tout le monde entende. Donc, c'est une offre à prix ouvert. Donc, vous voyez la fourchette indicative ici entre 6,41 et 7,05 €. Vous avez jusqu'au 7 juin 2022, donc à 20 h pour passer vos ordres.
Il suffit d'aller dans l'onglet Mes comptes, d'accord? Donc, voilà. Dans l'onglet Mes comptes ici, et dans Mes comptes, il y a un petit item qui s'appelle Introduction en bourse, et vous arriverez directement sur l'introduction Broadpeak. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont présentes, il y a deux types d'ordres. En fait, il y a A1 et A2. Je vous explique vite fait ce que c'est. Il y a ce qu'on appelle les ordres prioritaires de 1 à 250 euros et au-delà 250 titres. Et au-delà de 250 titres, ce sont des ordres qu'on appelle un petit peu secondaires. C'est afin que personne ne soit lésé. Mais si vous passez 500 ordres, 1000 ordres, 2000 ordres, 2000 titres, c'est pas grave. Il y aura toujours 250 en A1 et le reste en A2 parce que si justement l'introduction était une très, très grande réussite, les A2 seraient amenés à être réduits même à 100% pour servir en priorité les A1. Mais bon, c'est Bourse Direct qui fera la répartition. Ne vous inquiétez pas. Alors, le titre, il est éligible PEA et PEA-PME. Hein. Et pour les personnes qui souhaiteraient également souscrire, mais sur un compte titre ordinaire, l'introduction donne droit à une réduction d'impôt de 25%, donc sur le montant souscrit. Voilà, donc ça, attention, c'est uniquement sur un compte titre ordinaire. Le mnémonique de la valeur, c'est ALBPK, donc vous avez jusqu'au 7 juin 20h pour réserver les titres. Alors, il suffit simplement d'ici en bas de mettre la quantité. Alors, bien évidemment, Bourse Direct, donc on va prendre le prix le plus élevé. Cliquez sur « Je reconnais avoir pris connaissance de l'opération ». Vous pouvez télécharger la notice réglementaire AMF et la lire, il n'y a pas de problème. Voilà. Le 8 juin, il y aura la fixation du prix, hein, c'est la fin de l'IPO. Le 10 juin, c'est le règlement de livraison des titres pour une première cotation le 13 juin. Voilà. Et l'option de surlocation le 8 juillet, il me semble. Tout à fait. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est ça? Il n'y a pas de problème? Très bien, c'est exactement ça. Non, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande des histoires sur la valorisation. Alors, Bruno, pour vous répondre, les valorisations, tout dépend du cours d'introduction également. Donc, on ne peut pas répondre comme ça. Déjà, faites-vous une idée, allez voir peut-être ce que font les autres. Je ne peux pas vous faire un cours aujourd'hui sur comment valoriser une entreprise. Voilà, en tout cas, vous avez jusque donc au 7 juin 20h. Hein, je répète, c'est dans Mes comptes et ici vous avez introduction en bourse. Attention, c'est du comptant, c'est du cash, donc il faut avoir bien évidemment l'argent sur le compte, sinon vous ne pourrez pas passer l'ordre, tout simplement. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que la fourchette de prix entre 6,41 € et 7,05 €, c'est une valorisation avant intro en bourse entre 60 et 66 millions d'euros. Donc, voilà. C'est la fourchette. C'est la fourchette. Voilà, après, effectivement, c'est une appréciation toute personnelle, comme vous dites, Christian. Voilà. Chacun peut se faire sa propre idée. Voilà, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, profitez-en. Ouh là là, Gabriel, il nous casserait le père estimé en tenant compte de la fourchette. Là, on ne peut pas trop répondre à ces questions, Gabriel. Le PER, c'est le prix divisé par les bénéfices. Écoutez, vous verrez bien. Et vous pouvez calculer, hein, il n'y a pas de problème. Oui. Voilà, vous pouvez faire différents scénarios. Hein, on peut prendre tous les ratios boursiers. Il suffit de faire simplement différents cours d'introduction. On souhaite bien évidemment que ce soit une réussite. Donc voilà, jusqu'au 7 juin 20h pour réserver vos titres par Internet. Première cotation le 13. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. D'accord? Ah, il y a Arnaud qui nous demande, et vous allez peut-être conclure comme ça, Jacques, l'évolution de l'entreprise dans les 10 prochaines années. Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Qu'est-ce que vous avez prévu? Non, je pense qu'en fait, dans les 10 prochaines années, ce qu'on peut dire, c'est que Broadpeak, vraiment, à travers le déploiement de ces solutions chez de grands opérateurs et les grandes plateformes, d'OTT a l'opportunité sans doute de réconcilier ces deux mondes. Hein. C'est vrai que vous avez entendu il y a une dizaine de jours les opérateurs en France, mais c'est partout pareil, hein, qui exprimaient le fait que eux, ils faisaient grandir leur infrastructure et puis mais c'était en fait beaucoup les GAFAM qui en profitaient. Je pense que Broadpeak peut vraiment jouer un rôle, hein, dans la médiation entre les grandes plateformes et puis les opérateurs de télécom, parce que c'est des mondes qu'on connaît très bien et qu'on met en relation. Donc, je pense que c'est sans doute là qu'il faut nous attendre dans les 10 prochaines années. Parfait. Eh bien, écoutez, Jacques et Fabienne, merci beaucoup. Merci. Écoutez, on se donne rendez-vous déjà le 8 pour le résultat et puis le 13 pour les premières cotations.
Et puis, voilà, j'étais très heureux de participer à ce webinaire. Donc, je répète une dernière fois, dans mes comptes, dans l'onglet Introduction en bourse, vous pouvez réserver vos titres en mettant la quantité ici. Attention, il faut bien évidemment le cash sur le compte. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin d'après-midi et une bonne continuation. Et puis, peut-être à bientôt. Merci à tous. Merci pour votre intérêt. Merci. Voilà. Allez, À bientôt. au revoir tout le monde. Au revoir.